Socrate n'a jamais écrit sur les femmes de plus de 35 ans. Il n'a jamais parlé des marchés amoureux, ni des dynamiques relationnelles telles que nous les concevons aujourd'hui. Pourtant, si l'on lit attentivement les dialogues, si l'on prête attention à ce qu'il faisait réellement sous les questions de surface, on découvre quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel conseil moderne en matière de relations. Une méthode pour comprendre le désir humain lui-même. La méthode socratique ne visait pas à fournir des réponses. Elle visait à révéler ce que les gens croyaient vraiment, par opposition à ce qu'ils prétendaient croire. Elle exposait les contradictions entre les valeurs proclamées et les comportements réels. Elle nous rappelait que la plupart des êtres humains vivent dans un état d'ignorance, poursuivant des choses qu'ils ne savent pas définir, désirant ce qu'ils ne peuvent formuler, poussés par des forces qu'ils refusent d'examiner. Quand Socrate demandait « Qu'est-ce que la justice ?» ou « Qu'est-ce que la vertu ?» il ne réclamait pas des définitions de dictionnaire. Il demandait « Que veux-tu vraiment dire quand tu emploies ces mots ? Qu'est-ce que tu poursuis réellement lorsque tu affirmes chercher ces choses ? Et surtout, pourquoi tes actions contredisent-elles tes idéaux affichés ? » C'est là que nous commençons, non pas avec ce que les femmes de plus de 35 ans disent de vouloir chez un homme, mais avec ce que leur comportement révèle de leur désir réel. Non avec des jugements, mais avec une observation honnête, sans idéologie, en reconnaissant les motifs récurrents qui apparaissent lorsque l'on regarde sincèrement. Socrate a déclaré que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais voici ce qu'il avait compris que la plupart des gens ignorent. La vie non examinée est aussi la plus fréquente. La majorité des individus ne se penchent jamais réellement sur ce qui les pousse à agir. Ils vivent selon des hypothèses héritées, des conditionnements sociaux, des réactions accumulées à des blessures anciennes. Ils poursuivent des ombres sans jamais se demander ce qui les projette. À 35 ans, une femme a accumulé suffisamment d'expérience pour que ses schémas de comportement soient bien enracinés. La question philosophique n'est donc pas « que veut-elle ?» mais « quelle nécessité alimente son vouloir ? Quel manque, quelle blessure, quel aspect non comblé de sa nature l'amène à cette quête ?» Car voilà l'intuition socratique parfaitement applicable aux relations humaines. Les gens ne poursuivent pas ce qu'ils possèdent, mais ce qui leur manque. Et la nature du manque détermine la nature de la poursuite. Dans la République, Socrate présente l'allégorie de la caverne. Des prisonniers enchaînés depuis l'enfance voient uniquement les ombres projetées sur un mur, qu'ils prennent pour la réalité. Un d'eux se libère, découvre les objets réels à l'origine des ombres, et enfin voit le soleil, source de toute lumière et vérité. On interprète souvent cela comme une allégorie de l'éveil philosophique, de l'illumination. Mais c'est aussi une métaphore du désir et de ses objets. Les prisonniers désirent les ombres car ils croient qu'elles sont réelles. Tout leur cadre de compréhension du monde est bâti autour de cette réalité projetée. Même si on leur dit que les ombres ne sont pas la réalité, ils ne peuvent comprendre car leur esprit ne connaît rien d'autre. C'est exactement ce qui se produit avec le désir d'une femme de 35 ans. Elle a passé des années, voire des décennies, à poursuivre des ombres. Des récits culturels sur ce que doivent être les relations, des idéaux romantiques sur l'amour, des croyances conditionnées sur ce qui rend un homme précieux, des schémas hérités sur ce qu'est une bonne vie. Ce ne sont pas ces désirs authentiques. Ce sont des reflets de désir, des projections de ce qu'on lui a appris à vouloir, et comme les prisonniers de la caverne, elle ne distingue plus l'ombre de la réalité qui la projette. La tâche philosophique ne consiste donc pas à demander ce qu'elle veut, mais à interroger la réalité qui projette l'ombre qu'elle poursuit. Quel besoin réel donne naissance à cette apparence de désir pour tel homme, telle relation, tel mode de vie ? Quand une femme affirme vouloir un partenaire émotionnellement disponible, quelle réalité projette cette ombre ? Peut-être est-ce un besoin de sécurité, le besoin réel pour que son système nerveux puisse enfin se détendre. Peut-être est-ce une recherche de validation, un besoin de preuve qu'elle a de la valeur aux yeux de quelqu'un. Peut-être encore autre chose. L'ombre est la disponibilité émotionnelle. La réalité, c'est le besoin psychologique spécifique
qui donne l'impression que cette disponibilité est la solution. Et voilà l'intuition critique. Elle poursuit l'ombre, non la réalité. Ce qui signifie que même si elle obtient cette disponibilité émotionnelle, si celle-ci ne répond pas aux besoins réels qui la motivent, la satisfaction sera temporaire. Socrate le verrait immédiatement. Celui qui dit vouloir la justice, mais ne peut la définir. Celui qui poursuit la vertu, mais ne sait pas en quoi elle consiste. Celui qui affirme chercher l'amour, mais en réalité, poursuit tout autre chose. Quelque chose qu'il n'a jamais examiné, quelque chose qu'il ne sait pas exprimer. Imaginez Socrate rencontrant une femme de 35 ans, accomplie, expérimentée, éloquente. Elle lui dit qu'elle cherche l'amour, le vrai. Elle en a assez des jeux, des connexions superficielles, des hommes qui ne comprennent pas ce dont elle a besoin. Socrate commencerait là où il commence toujours, avec une question simple. Que veux-tu dire par amour ? Elle répondrait avec des mots comme connexion profonde, compréhension mutuelle, partenariat authentique, intimité émotionnelle. Une réponse qui sonne juste, mais ne dit rien de précis. Socrate acquiescerait. Puis il demanderait « As-tu déjà connu cet amour que tu décris ?» « Oui, dirait-elle, ou du moins, elle le croyait. Il y a eu des relations où elle s'est sentie profondément liée, où elle pensait avoir trouvé ce qu'elle cherchait. Et qu'est-il arrivé à ces relations ? Demanderait Socrate. Elles se sont terminées. Elles ont changé. Le sentiment s'est dissipé. Ce qui ressemblait à de l'amour s'est révélé autre chose. Alors, quand tu dis chercher l'amour, poursuivrait Socrate, recherches-tu un sentiment que tu as déjà connu, mais que tu n'as pas pu préserver ? Ou recherches-tu quelque chose que tu n'as encore jamais expérimenté, mais que tu crois possible ? Elle hésiterait, car c'est ici que la méthode socratique commence à révéler les contradictions. Cherche-t-elle à recréer un souvenir, ou à poursuivre une illusion ? Veut-elle revivre un fragment du passé, ou bâtir quelque chose de radicalement nouveau ? Et si les expériences passées d'amour se sont effacées, qu'est-ce qui la pousse à croire que les futures seront différentes ? Le dialogue continuerait. Socrate lui demanderait de parler des hommes pour lesquels elle a ressenti une attirance particulière. Qu'avaient-ils en commun ? Pas ce qu'elle pense qu'ils avaient en commun, mais ce qu'ils avaient effectivement en commun lorsqu'elle observe honnêtement les schémas. Étaient-ils semblables dans leur caractère, leurs valeurs, leur manière de la traiter ? Ou étaient-ils semblables dans ce qu'ils lui faisaient ressentir, dans ce qu'ils lui procuraient, dans le besoin qu'ils comblaient, même temporairement ? C'est à ce moment-là que l'examen devient inconfortable, car un examen sincère révèle souvent que ce que nous appelons amour est en réalité autre chose. Un besoin qui trouve un fournisseur, une blessure qui rencontre un baume, un manque qui touche une satisfaction temporaire. Socrate ne jugerait pas cela, il le mettrait simplement en lumière. Il lui montrerait que ce qu'elle appelle amour pourrait plus justement être nommé soulagement, validation, distraction, sécurité, excitation ou toute autre chose qui paraît profonde sur le moment, mais ne constitue pas cette connexion transcendante qu'elle croit poursuivre. L'intuition socratique est la suivante. On ne peut pas poursuivre ce que l'on ne peut pas définir. Et l'on ne peut pas définir ce que l'on n'a pas examiné. La plupart des gens poursuivent de l'amour sans jamais se demander ce qu'ils entendent vraiment par ce mot. Ils courent après des ombres et s'étonnent de ne jamais se sentir comblés. La théorie des formes de Platon nous offre un autre cadre pour comprendre ce que les femmes de plus de 35 ans veulent réellement des hommes. Dans la philosophie platonicienne, le monde matériel n'est qu'un reflet imparfait des formes parfaites et éternelles. La chaise sur laquelle on s'assoit est une manifestation imparfaite de la forme idéale de la chaise. La personne belle que l'on croise est une manifestation incomplète de la forme de la beauté. Selon cette théorie, les êtres humains sont attirés par les choses belles parce qu'ils reconnaissent en elles un reflet de la forme de la beauté. L'attirance n'est pas vraiment dirigée vers l'objet matériel, mais vers la forme transcendante que cet objet semble incarner.
Ce concept s'applique de manière frappante au désir féminin au-delà de 35 ans. Lorsqu'une femme poursuit un homme, elle ne poursuit pas réellement cet homme. Elle poursuit ce qu'il symbolise, la forme qu'il semble incarner, la qualité transcendante qu'elle projette sur lui. La chercheuse de validation court après des hommes qui incarnent la forme du désir. Ce n'est pas tant l'homme en lui-même qui l'attire, que la preuve de sa propre désirabilité que représente son attention. Il est simplement la manifestation matérielle de quelque chose de bien plus profond qu'elle cherche, sa propre pertinence, sa valeur intacte. L'attache blessée, elle, est attirée par des hommes qui représentent la forme de la sécurité. Les caractéristiques spécifiques de l'homme comptent peu, pourvu qu'il incarne les qualités associées à la stabilité, la constance, la prévisibilité, la présence fiable. Ce sont des reflets de la sécurité transcendante qu'elle recherche désespérément. Quant à la rêveuse, elle est fascinée par des hommes qui représentent la forme de la transformation. Elle est attirée par la nouveauté, l'aventure, tout ce qui laisse espérer que sa vie va enfin commencer. L'homme, ici, devient presque accessoire. Il n'est que le véhicule actuel de son espoir, que le changement est possible. Comprendre ce cadre platonicien est fondamental, car il explique pourquoi tant de relations échouent. La femme n'est pas en relation avec l'homme réel, mais avec ce qu'elle croit qu'il représente. Elle poursuit une forme, non une réalité tangible. Dans La République, Socrate décrit le dirigeant idéal, le roi philosophe, un homme qui a étudié longuement, qui a contemplé la vérité, qui agit non par désir personnel, mais par sagesse, selon ce qui sert le bien commun. Ce modèle nous éclaire sur ce à quoi les femmes de plus de 35 ans répondent réellement chez un homme, même si elles ne l'expriment pas consciemment. À 25 ans, une femme peut être attirée par le guerrier ambitieux, l'homme d'action, de conquête, celui qui impose, qui prend sans demander, dont la virilité est flamboyante, spectaculaire, extérieure. Mais à 35 ans, si elle a atteint une certaine maturité psychologique, elle aspire à autre chose, non au guerrier, mais au roi philosophe, l'homme qui a fait un travail intérieur, qui a examiné ses motivations, qui agit en connaissance plutôt qu'en réaction, qui allie capacité et sagesse. Cela ne signifie pas qu'il est faible ou passif. Le roi philosophe, chez Platon, est compétent, discipliné, capable. Mais cette capacité vient de la compréhension, pas d'un réflexe ou d'un besoin de performance sociale. Il sait pourquoi il agit. Il connaît sa nature. Il agit selon des principes examinés, pas selon un conditionnement hérité. La femme mature reconnaît cette qualité, car elle a suffisamment évolué pour l'apprécier. Elle a connu l'homme viril en façade. Elle a expérimenté l'intensité sans profondeur, la puissance sans conscience, la force sans connaissance de soi. Ce qu'elle désire désormais, c'est une virilité examinée. L'homme qui se connaît, qui a entrepris sa propre quête socratique, qui peut exprimer ses valeurs car il les a interrogées, qui agit par compréhension plutôt que par ego ou pression sociale. Cela se manifeste de manière subtile. Le roi philosophe n'a pas besoin de prouver sa virilité parce qu'il en est sûr. Il n'a pas besoin de dominer chaque interaction parce que sa confiance vient de l'intérieur, pas d'une approbation extérieure. Il peut être fort sans être agressif, compétent sans faire semblant, meneur sans être contrôlant. L'homme immature voit cela comme de la faiblesse. Il interprète l'absence de démonstration du roi philosophe comme une absence de puissance. Il ne comprend pas que la capacité intériorisée est en réalité plus forte que l'exposition théâtrale. Mais la femme mature perçoit immédiatement la différence. Elle a été avec assez d'hommes dans la performance pour comprendre que l'exhibition masque souvent l'insécurité, que le bruit cache l'incertitude, que le besoin constant de prouver sa virilité est le signe d'un développement masculin inachevé. Le roi philosophe, lui, n'a rien à prouver, car il se connaît, il a effectué l'examen de lui-même. Il connaît sa nature, ses forces, ses limites. Et cette connaissance de soi crée une forme de présence masculine à laquelle la femme mûre est profondément sensible. C'est ce que Socrate incarnait
selon les témoignages. Il n'était pas impressionnant physiquement. Il n'était pas riche. Il n'exerçait aucun pouvoir conventionnel, mais il possédait quelque chose qui le rendait magnétique pour ceux capables de le percevoir. Une vie examinée, une connaissance de soi authentique, une sagesse qui ne venait pas de la posture sociale, mais de la compréhension véritable. Pour les hommes qui cherchent à attirer une femme de plus de 35 ans, cela constitue un enseignement capital. Cessez de jouer un rôle. Commencez à vous examiner. Cessez de vouloir convaincre. Commencez à comprendre. Cessez de réagir à des idées héritées sur la masculinité. Commencez à vous interroger sur ce que la masculinité signifie pour vous, à partir de votre propre nature et de vos valeurs réfléchies. La femme qui est attirée par la masculinité de surface n'est pas encore parvenue au point où elle peut apprécier le roi philosophe. Elle est encore à une étape de développement où les manifestations extérieures l'impressionnent. Cela n'est pas blâmable. Mais si vous souhaitez construire quelque chose avec une femme psychologiquement mature, qui a elle-même fait le travail d'introspection, qui est capable de partenariats authentiques, vous devez devenir l'homme examiné. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut des années pour remettre en question ses croyances, explorer ses motivations, comprendre ses schémas, reconnaître ses contradictions, développer ses vertus par la pratique, forger son caractère à travers l'effort. Il faut entreprendre le travail socratique que tant d'hommes fuient, car il est inconfortable et ne procure aucune récompense immédiate sur le plan social. Mais la récompense est intérieure. C'est la connaissance de soi. C'est la liberté d'agir en pleine conscience. C'est l'indépendance vis-à-vis du regard des autres, car vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et cette solidité intérieure, cette sérénité profonde, crée une présence que les femmes mûres reconnaissent et à laquelle elles répondent au plus profond d'elles-mêmes. Dans la République, Socrate consacre un long moment à la justice. Qu'est-elle? Comment la reconnaître? Pourquoi les hommes la poursuivent-ils? Et surtout, que se passe-t-il lorsque les individus estiment que la justice a été bafouée? Ce cadre permet d'éclairer un aspect fondamental de nombreuses femmes de plus de 35 ans, en particulier celles qui portent une forme de ressentiment envers leurs expériences passées ou envers le passage du temps. Beaucoup de femmes à cet âge ressentent une impression diffuse que la vie leur a été injuste, pas nécessairement par de grands drames, mais à travers une accumulation de petites déceptions. Des hommes qui avaient promis et n'ont pas tenu parole. Des relations qui semblaient solides mais ont échoué. Du temps investi dans des partenaires qui ne se sont pas révélés être les bons. Une jeunesse qui s'est effacée dans l'attente de la bonne personne. Une fertilité qui a décliné pendant que la recherche continuait. Cette accumulation engendre une posture psychologique. Le monde me doit quelque chose. La justice exige une compensation. J'ai payé, j'ai sacrifié, j'ai souffert. Donc, je mérite une réparation. Ce sentiment de justice due affecte profondément ce que ces femmes attendent des hommes et leur manière d'aborder les relations. Elles ne cherchent plus seulement un compagnon. Elles cherchent réparation. Elle veut que l'univers équilibre les comptes. Elle entre en relation avec une exigence tacite. Tu dois me rendre ce que l'on m'a refusé. Tu dois compenser les absences, les trahisons, les années perdues. Tu dois me prouver que mes souffrances n'ont pas été vaines. Tu dois me donner ce que la vie aurait dû m'accorder. Mais cette attente crée une impasse. Aucun homme ne peut offrir justice pour des injustices passées. Aucune relation actuelle ne peut réparer les échecs précédents. Aucun partenaire ne peut redonner le temps envolé. La jeunesse disparue, la fertilité révolue. Ces pertes sont ce que les économistes appellent des coûts irrécupérables. Et pourtant, la femme qui vit dans ce cadre de justice blessée ne peut l'accepter. Elle croit que justice oblige à réparer. Socrate, encore une fois, poserait la bonne question. Que veux-tu dire par justice? Et la réponse honnête mettrait à jour la confusion. Car ce qu'elle appelle justice est en réalité une exigence que la réalité soit autre que ce qu'elle est. Un désir de remonter le temps,
une volonté que les choix du passé soient annulés, un refus que les circonstances qui échappent à tout contrôle aient eu lieu. Ce n'est pas de la justice, c'est un rejet du réel, et ce rejet engendre amertume, rancœur, attentes irréalistes, et des relations qui commencent avec des exigences tacites que nul ne peut satisfaire. Pour les hommes, ce schéma est reconnaissable. Elle aborde la relation avec une attente implicite, une sorte de dette non pas fondée sur ce qu'elle offre aujourd'hui, mais sur ce qu'elle pense que la vie lui doit. Elle ne vous évalue pas selon votre compatibilité avec elle, mais selon votre capacité à compenser les pertes passées. Cela crée une situation sans issue, car même si vous donnez tout ce qu'elle demande, cela ne comblera pas ce sentiment d'injustice. Le vide ne peut être rempli de l'extérieur. Les comptes ne peuvent être équilibrés par un autre. Le ressentiment reste, car il est fondé sur quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Le passé. Socrate inviterait à un nouvel examen. Que veux-je vraiment dire quand je dis que la vie a été injuste? Qu'est-ce que je pense mériter et pourquoi? Est-ce que mon ressentiment vient d'une injustice réelle ou d'un décalage entre mes attentes et la réalité? Est-ce que je confonds déception personnelle et injustice cosmique? Ces questions dérangent, car elles exigent de reconnaître sa part de responsabilité dans les choix faits, le temps consacré, les opportunités manquées. Elles forcent à admettre que ce que l'on ressent comme de l'injustice est souvent la vie, simplement, dans ce qu'elle est. Des relations prennent fin, la jeunesse passe, le temps s'écoule, les décisions ont des conséquences. Personne ne vous a infligé cela. Cela fait partie de l'existence. Et exiger réparation pour le fait que la réalité suive son cours est une incompréhension philosophique. La femme qui a traversé cette réflexion, qui a cessé de demander réparation à la vie, aborde les relations différemment. Elle ne cherche plus un homme pour combler les comptes. Elle cherche un véritable partenaire. Elle ne vous examine plus comme un sauveur potentiel, mais comme un être humain complet, avec qui bâtir quelque chose de réel, enraciné dans le présent, libre du passé, ouvert à l'avenir.